Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dernière parution. Judith Maher, Poétique du fantastique. Numéro 1, 2004. Trajan Sandu, Identité nationale, Identité européenne, Visibilité internationale. Hors série, 2004. Trajan Sandu, Illusion de puissance, Puissance de l'illusion. Histoire et historiographie de l'Europe centrale dans les relations internationales de l'entre-deux-guerres. Numéro 2, 2005. Judith Maher, Littérature, fiction, témoignage, vérité. Numéro 3, 2005. János Chávet, Problématique de la littérature européenne. Numéro 4, 2005. Elisabeth Duréo, Dynamique et résistance politique. Christine Manigan, Dans le nouvel espace européen. Trajan Sandu numéro 5, 2005. Catherine Aurel, La périphérie du fascisme. Trajan Sandu numéro 6, 2006. Fritz Taubert. Jean Bessières, L'écriture emprisonnée. Judith Maher numéro 7, 2007. Jean Bessières, Frontières de l'histoire littéraire. Judith Maher numéro 8, 2008. Eva A. Chávet langue et identité finlandaise. Numéro 9, 2009. Catherine Maillot, Problématique du roman européen, 1960 à 2007. János Chávet numéro 10, 2009. Stani Gepijn. Université du Wisconsin. Préface. Investigation of the varieties of fascism has advanced a great deal since it first became a field of study in the 1960s. The first generation of research had been devoted to case studies of aspects of the movements and regime in Germany and Italy, giving only the briefest attention to other countries. When the pioneering work of Ernst Nolte, Eugène Weber, George Elmos and others opened the broader field of fascist studies for a second generation of scholars, much interesting new work appeared, but there was little consensus regarding many of the key issues of conceptualization and interpretation. Only a limited consensus finally emerged in the third generation of fascist studies towards the latter part of the century. Among a few scholars, at least, there still remained some doubt even about the appropriateness of the concept of generic fascism itself. A broader understanding of fascism as a generic phenomenon was, and is inherently more difficult than in the case of, for example, communism, because of the absence of a single clear-cut theory and sacred writing universally accepted by diverse movements, and because of the crucial role of nationalism, which led to an emphasis on national singularities. Certainly broader or generic fascism was not a thing in itself, and Mussolini's effort to create a kind of fascist international failed completely. When the Hitler regime sought to evoke a broader identity in the middle of the war, this was not done in the name of fascism or National Socialism, but of a poorly defined European civilization and anti-Bolshevism. Generic fascism must always therefore be understood simply as a heuristic model or an ideal type, for purposes of research, analysis and definition. Different communist parties differed among themselves, at least by the 1950s, but in an earlier phase the various fascist type movements differed among themselves even more, even though a kind of German hegemony of an extremely loose sort began to develop by the late 1930s. At no time were the various fascist movements reduced to a single, simple common denominator. By the 21st century the breadth of studies on fascism has expanded greatly, and there is now much more attention to movements in other countries. The bibliography dealing with fascist type party in Western and Northern Europe has grown greatly, but outside of the German and Italian-speaking world's fascist politics was more significant in East Central Europe than in the aforementioned region. Research on these countries has always been restricted by the languages involved, for few Western specialists possess fluency in these areas. Yet that has been only the first and most obvious limitation. East Central Europe is not a clearly defined region, and its boundaries are drawn by various scholars in different ways, though its core area is clear enough. Neither is it a single unified region in historic political, economic or cultural terms,
since it included lands of quite different religion and to some extent of cultural orientation, living in the early 20th century at different levels of modernization and industrial development. A Lutran and largely Scandinavian country like Finland, with a stable parliamentary system, is obviously a different kind of political and cultural entity from Bulgaria or Romania. Given this diversity, it is important to treat fascism in this region in terms of concrete case studies, the approach taken by this symposium. These are rich and diverse studies in their content, but the most common denominators have to do with culture and religion. Fascist studies have come a long way since the days in which it was commonly believed that fascism had no culture or ideology. Moreover, the relationship of fascist movements to religion has been a problem that in most cases was relatively neglected, whether in terms of traditional religion or modern secular religion, and some of the studies that follow help to fill part of this gap. Though never reduced to a single common denominator, fascism was an important epochal phenomenon, represented by a transnational set of movements that played role of varying importance in many different European countries. This volume constitutes an important step forward in explaining the extent and diversity of the phenomenon within the full European context. Trajan Sandu. Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Introduction. Le New Consensus sur le fascisme est-il adapté à l'Europe centre-orientale? Les voies du populisme révolutionnaire, dans les sociétés traditionnelles. Je suis contre la démocratie. Tout comme je suis contre la dictature. À l'AUB du matin, prend naissance un autre système, nouveau, jamais rencontré auparavant. C'est pour lui que je suis. 1. Corneliu Codreanu, conférence de presse du 29 novembre 1937. D'un point de vue historique, on peut dire sur la base d'une vaste expérience, que tout régime doit s'appuyer sur le peuple. L'histoire a montré que là où manque ce fondement, et le régime s'appuie seulement sur la force, dans le meilleur des cas il ne survit pas à la personnalité exceptionnelle qu'il a établie. 2. Avis d'Hitler à Ion Antonescu à la veille de la répression de la garde de fer. La perméabilité du débat historiographique français au phénomène fasciste semble refléter l'état de l'acceptation d'un fascisme français, ce qui est encore loin d'être le cas. 3. Or, alors que les historiographies des pays où les fascismes se sont transformés en régimes durables ont approfondi leurs cas nationaux, avec notamment la spécificité nazie du génocide juif, les pays anglophones ont développé une vue englobante donnant lieu à une approche comparative, voire à une synthèse générique du fascisme et à des efforts consécutifs pour le définir. Cette aptitude procède probablement de leur relative distance par rapport au fascisme majeur, de la certitude d'appartenir clairement au camp des vainqueurs, alors que l'historiographie française doit composer avec le passé qui ne passe pas, des définitions des droites, et pas seulement, ayant participé aux diverses phases du régime de Vichy, mais là encore, à la suite des travaux de l'Américain Robert Paxton IV, et du caractère plus extraverti de la recherche britannique et américaine par rapport à la recherche française. Cet effort se situe toutefois en dehors des conceptions d'ensemble du fascisme issu du marxisme, comme défense extrémiste de la bourgeoisie agressée 5, ou du libéralisme, comme parenthèse monstrueuse dans la voie ouverte par la Révolution française vers la démocratisation et le progrès. Cette tendance à la généralisation rompt avec le refus des historiens des années 80 à reconnaître une existence propre à l'idéologie fasciste, au profit d'une simple description de cas nationaux et même d'une prolifération intranationale sans effort comparatiste, donc sans généralisation des traits caractéristiques d'une définition du fascisme. For several decades fascist studies in the parallel universe of Anglophone human science directly mirrored the chaotic situation prevail in France, generating profound skepticism among historians about the utility of attempting to define generic fascism. In 1979 the cul-de-sac in the search for a consensual definition situation led the American historian Gilbert Alardis to adopt a fundamentalist nominalism on the issue. In an article in the prestigious American History Review he argued that the term fascism, or I it somewhat tautologically fascismo, should be banished from the political lexicon a term that has no meaning beyond Italy,
despite the fact that the leader of movements such as le Faisceau, the British Union of Fascism, the Faisceaux nationaux européens, and Maurice Bardèche, the author of Qu'est-ce que le fascisme, obviously thought it did. 6-7. Cette tentative de rafraîchir scientifiquement un comparativisme définitionnel qui remonte sous une forme empirique, à l'entre-deux-guerres 8, a fini par attirer partiellement certains historiens des fascismes majeurs, qui se sont ouverts à un prolongement européen, voire mondial, de leurs analyses nationales spécifiques, acceptant même dans certains cas que les traits généraux dégagés pour définir le fascisme servent en dehors de la période de référence, 1919 à 1945. Les cas les plus connus en France sont ceux de Georges Mosse IX, à l'origine spécialiste de l'Allemagne, et d'Emilio Gentile, spécialiste du fascisme nominal italien, dont les travaux ont été largement traduits 10, sans oublier l'auteur par lequel le scandale est arrivé en France, Zev Sternel, et sa démonstration des racines françaises révolutionnaires et démocratiques, bref, modernes du fascisme, 11. Ainsi, depuis une dizaine d'années, un professeur d'Oxford, Roger Griffin 12, affirme l'émergence dans les 2 dernières décennies d'un nouveau consensus 13 dans la définition d'un minimum fasciste, autour de l'idée centrale de la prééminence d'une idéologie positive, qui ne se contente pas des traditionnels rejets de la démocratie, du parlementarisme, du communisme et des minorités nationales, surtout juives, ce qui est et pas une spécificité allemande, ainsi que les exemples centre-européens, parfois très radicaux, le prouvent dans ce volume, mais qui fournit une solution articulée, d'un modernisme réactif, mais pas réactionnaire et anti-révolutionnaire, au défi de la modernité, d'un dynamisme proprement révolutionnaire face aux idéologies socialistes, mais aussi au libéralisme bourgeois. Ce dynamisme se fonde sur la renaissance palingénésis, populiste et extrémiste de la nation 14, grâce à la révolution anthropologique de l'homme nouveau fondue au sein d'une société constamment mobilisée dans des cadres, mouvements, puis régimes de l'État-parti, aspirant à créer une nouvelle religion politique totalitaire. La synthèse de Roger Griffin prend donc en écharpe les résultats de la révolution idéologique fasciste de Georges Mosse et du fascisme comme religion politique d'Emilio Gentile. Elle intègre les 2 autres grandes tentatives de définition fournies par la recherche anglo-saxonne à cette date, également marquée par la conviction d'une idéologie affirmée, dont on pouvait soit lister les grands traits caractéristiques chez Stanley Payne 15, soit suivre le développement généalogique au sein des traditions nationales chez Roger Hitwell 16, en fait une combinaison des 2 approches diversement dosées. Toutefois, son insistance sur la dimension idéologique correspond certes à la prédominance bien établie de l'utopie politique sur les réalités socio-économiques dans le complexe fasciste, mais aussi à une certaine étape de l'historiographie avec la réaction culturaliste au structuralisme et au marxisme, ainsi que l'utilisation quasi exclusive de sources publiées, souvent de nature philosophique, littéraire et artistique au détriment, par exemple, du rôle de l'organisation ou des institutions dans le mouvement et l'État totalitaire. Cette nouvelle théorie a été amplement discutée dans le monde anglo-saxon et germanique, faisant l'objet d'évaluations très diverses que l'on peut trouver rassemblées en volumes. 17 ainsi, la première critique pourrait procéder du camp même des interprètes du fascisme comme totalitarisme, donc du camp dans lequel se situe Roger Griffin. En effet, Emilio Gentile distingue entre définition unidimensionnelle du fascisme, seulement appuyée sur l'étude de son idéologie comme chez Georges Mosse et Roger Hitwell, mais sans citer Roger Griffin, et définition multidimensionnelle typologique, prenant en compte l'organisation, les institutions et le style des mouvements et des régimes, comme chez lui-même, Juan Linz ou Stanley Payne. 18. Cette critique ne s'appliquerait à Roger Griffin que s'il prétendait rendre compte de l'ensemble du phénomène fasciste. Il a toujours reconnu que son effort portait sur la reconnaissance de l'existence d'une idéologie fasciste. I observed that there were signs of a convergence of opinion or common sense, beginning to emerge among both major theorists of generic fascism and specialists working on specific aspects of it, such as Nazism, fascism, that it is to be treated on a par with other major political ideology rather than a special case defined primarily in terms of its destructiveness, its negation, its organizational form, or its style. Within the emerging consensus scholars assumed that like conservatism, anarchism, liberalism, or ecologism, fascism is definable en ideology with a specific positive, utopian vision of the ideal state of society,
A vision which can assume a number of distinctive forms determined by local circumstances while retaining a core matrix of action. 19. D'autres critiques ont argué, plus fondamentalement, de l'inachèvement de l'idéologie fasciste, de son refus initial de programme bien défini, de son hésitation entre méthodes violentes et légalistes, de la capacité et de la nécessité des mouvements communément reconnus comme fascistes à composer avec les droites réactionnaires, voire avec les conservateurs et même avec certains démocrates modérés, pour remettre en cause l'aptitude des historiens à définir avec trop de précision les caractéristiques générales du fascisme. Très clairement, certains politologues comme Roger Hitwell, après avoir adhéré et eux-mêmes contribué à la définition du fascisme comme idéologie du renouvellement de la nation, proches ainsi des définitions de Roger Griffin, reviennent à des définitions beaucoup plus relativistes et plus nuancées. Certains ancrent ces définitions dans les histoires politiques nationales sur la longue durée, c'est le cas de Roger Hitwell 20, d'autres sont plus sensibles au caractère inachevé de l'idéologie fasciste et à son adaptabilité au contexte des alliances avec les diverses droites en vue de prendre le pouvoir. C'est le cas d'Aristotle Kallis, qui estime dès lors que le fascisme se révèle davantage une fois parvenu au statut d'idéologie officielle d'un régime 21 et des apostrophes. Autres encore, comme Michael Mann 22, se montrent surtout sensibles à une définition socio-idéologique du corpus fasciste et à la différenciation des espaces européens dans la réception du phénomène. Si Roger Hitwell semble rebuté par l'aspect cultural turn de son collègue d'Oxford sans remettre en question l'intérêt de l'effort de définir l'idéologie fasciste 23, Michael Mann rejette brutalement, sans véritablement la discuter, la prétention d'une étude des idées politiques à rendre compte du phénomène fasciste, optant ainsi pour une sorte de définition unidimensionnelle à rebours, qui insisterait sur l'organisation et le recrutement sociologique des mouvements fascistes et laisserait de côté l'apostrophe. Analyse de leurs idées 24. La critique la plus amplement et finement argumentée provient d'Aristotle Kallis, qui pousse le scepticisme jusqu'à affirmer Yearly en Ineluctable Weakness of the Minimalist Definition of Generic Fascism, that in their deliberately vague articulation of its ineliminable core, they pay less attention to the way in which long-term national beliefs and aspiration impregnated every corner of the fascist utopia in each country. The more that fascism gravitated towards a pro-system mentality, at the expense of its revolutionary origins and initial anti-system trend, the more it seemed compelled to appeal to the national past in order to draw legitimacy and inspiration for its own nebulous vision. Perhaps Alardis was right, fascism is less intelligible than we would like it to be. 25. Ce back to Alardis semble toutefois passablement pessimiste quant aux acquis de la définition générique transeuropéenne, sinon transpériode, du fascisme. Les historiens qui, comme George Moss, ont contribué au corpus dont se réclame le New Consensus, avaient déjà envisagé le fascisme comme une synthèse de courants idéologiques préexistants et bien établis, avec des teintes locales adaptées aux opinions particulières. Comme nous le verrons, des exemples pris à différentes périodes de la production de textes à portée idéologique confirment le minimum fasciste, même s'il est facile d'interpréter tel document hors contexte en partant d'une définition a priori, ce qui nous ramène à l'obligation d'articuler des traditions idéologiques nationales avec des récits chronologiques contextualisés et la définition générique proposée par le New Consensus. Ainsi, il ne nous apparaît pas que l'enrichissement de l'idéologie fasciste au cours des années change fondamentalement son projet initial de rénovation révolutionnaire nationale, et encore moins qu'il détermine l'apparition, dans un même champ national, de nouveaux mouvements fascistes qui puissent concurrencer le mouvement qui remplissait déjà ce rôle et correspondait à la définition. Ce projet, motivé par la volonté des jeunes élites issues des tranchées de redonner une nouvelle vitalité à la valeur de la nation qui risquait de sombrer avec les millions de morts, les pertes territoriales pour les vaincus ou les agrandissements tout aussi handicapants pour certains vainqueurs au faible potentiel intégrateur comme la Roumanie, restent constants tout au long de l'entre-deux-guerres. Les variations doctrinales qui interviennent à mesure des adhésions d'intellectuels prestigieux et du rapprochement tactique avec des hommes politiques bien établis au cours des années 30, modifient à la marge et enrichit un fond qui reste largement constant autour du potentiel révolutionnaire de renaissance nationale du mouvement légionnaire. Par ailleurs,
Les anciens jouent principalement, dans le cas roumain par exemple, le rôle de paratonnerre pour les jeunes fascistes auprès d'autorités abusives et brutales, et certainement pas de mentors doctrinaires très influents. Le corporatisme et l'orthodoxisme de Nichifor Crinhic, le modernisme révolutionnaire des jeunes d'Aksa, le fondamentalisme orthodoxe de Nae Ionescu, le mentor de Mircea Eliade et d'Emile Cioran, le corporatisme de Mirail Manoilescu sont tour à tour adoptés, filtrés et ajustés par le tamis des écrits et des actions du capitaine Codreanu, éventuellement éliminés à mesure qu'ils entrent en conflit avec lui comme ce fut le cas de Crinhic, mais en aucun cas cela n'affecte le cœur de L'. Idéologie initiale, sans cesse répétée et longuement repris dans l'opus magnum de Codreanu, Pentru Legionari, traduit par la Garde de Fer, datant de 1936. Suggérer que les intellectuels influencent le chef charismatique, c'est, me semble-t-il, ignorer la puissance d'attraction du pouvoir politique sur le monde intellectuel, et la capacité d'adaptation fascinée de ce dernier, ainsi que les pages de Mirail Sebastian sur la fascisation d'Eliade en témoignent, à l'idéologie du chef politique en échange de l'impression que celui-ci applique ses théories et le promeut dans une future hiérarchie publique. Comment expliquer autrement la permanence de ces thèmes dans des ouvrages aussi tardifs, qui reprennent longuement des textes du nationalisme traditionnel de Nicolas et Iorga, de l'antisémitisme réactionnaire d'Assécusa, ainsi que des textes palingénétiques de Codreanu dès 1919 ? Comment expliquer la rébellion légionnaire de son successeur Horia Sima contre Ion Antonescu lors de leur brève diarchie à la tête de la Roumanie entre septembre 1940 et janvier 1941, lorsque le jeune chef fasciste poussa l'outrecuidance jusqu'à refuser d'accompagner le militaire autoritaire à Berlin pour recevoir l'arbitrage d'Hitler entre le fasciste et l'autoritaire ? Comment expliquer que lorsque le groupe intellectuel Aksa entra en bloc dans la Légion, Codreanu mentionna son existence par un simple additif au point 12 de son bréviaire du chef Denis, quelque part entre les conseils de cuisine aux femmes légionnaires et l'activité des clubs estudiantins beaucoup plus anciennement ralliés à la Légion ? Surtout, comment expliquer la véritable révélation que Cioran décrit dans son intervention radiodiffusée sur le profil intérieur du capitaine, dans laquelle il rappelle son ralliement aux idées de Codreanu contre ses propres idées pessimistes sur le caractère irrécupérable de l'arriération roumaine, incapable de modernité fasciste. 26. Tous ces indices convergent pour confirmer que si l'idéologie fasciste est capable de plasticité et d'évolution, si les liens entre superstructures politiques du mouvement et compagnons de route intellectuels sont sans doute complexes et à double sens, les idées de force sont relativement constantes. Nous constatons la même approche, encore plus soumise à l'arbitrage idéologique et aux choix tactiques du capitaine, à l'égard des idées politiques des alliés occasionnels de la Légion et de ses anciens mentors. Le samanatorisme, sorte d'agrarianisme fondamentaliste de Iorga, l'antisémitisme exclusif de Cusa, le numerus clausus de Veda Voévode, L', l'anticamarillisme de Maniou sont tous successivement adoptés, utilisés, assimilés ou éliminés du corpus principal sans le modifier lourdement. Le profil historique de la Garde de Fer témoigne amplement de l'autonomie de jugement du chef fasciste, de sa liberté de choix totale à la fois par rapport à ses alliés et envers les états d'âme de ses militants, une fois le projet palingénétique et ses corollaires de l'exclusivisme ethno-national et du modernisme idéologique acquis. Quelques bons exemples de cette autonomie, parmi de nombreux autres, se trouvent dans les circulaires de Codreanu à ses militants, qui articulent position idéologique et contexte politique. La circulaire numéro 10 du 26 novembre 1935-27 est significative à deux titres. En demandant aux légionnaires de prendre leur distance avec le journal antisémite Porinka Vremi parce qu'il n'est pas sous le contrôle de la Légion, le capitaine affirme l'autonomie idéologique de la Légion par rapport aux idées d'extrême droite des traditionalistes, qui n'enrichissent certainement pas une idéologie légionnaire cristallisée depuis longtemps déjà. En critiquant durement les positions hostiles du journal à l'égard du démocrate modéré Maniou, Codreanu n'esquisse pas seulement l'alliance future avec le principal critique de la Camarilla royale, afin d'affaiblir d'un même mouvement les fondements du pouvoir monarchique autoritaire et le principal parti démocratique 28,
Mais il rend hommage aux résistants qui s'appuient sur l'opinion et l'électorat pour la victoire de la démocratie, comme Codreanu s'appuie sur les masses organisées et sur le mélange des électoralisme et de violence en vue de l'établissement d'un régime qui n'est ni démocratique, ni dictatorial, mais consensuel autour du chef charismatique. Je ne veux pas faire dans ce chapitre la critique de la dictature, mais je désire démontrer que les mouvements et les régimes nationalistes dans l'Europe actuelle, comme le mouvement légionnaire, le fascisme, le national-socialisme, etc., ne sont ni dictatoriaux ni démocratiques. Par la contrainte et la violence, on pourrait à la rigueur gagner des voix et des majorités, arracher des larmes et des soupirs. Mais a-t-on jamais vu et verra-t-on jamais, même chez les peuples les plus inconscients, la ferveur et l'enthousiasme naître de la terreur ? Puisqu'il n'est pas dictatorial dans son essence, qu'est-ce alors qu'un régime national ? Est-ce un produit de la démocratie ? Pas davantage. Car le chef n'est pas élu par le peuple, et la démocratie est fondée sur le principe de l'éligibilité. Or dans les régimes nationaux, le chef n'est pas élu, il est consenti. 29. Ce consensus créé par le chef fasciste autour de l'adhésion populaire non démocratique aux idées de révolution nationale fondée sur la révolution anthropologique de l'homme nouveau, ne peut être interprété, à notre avis, que partiellement et temporairement dans les termes de Roger Hitwell de forces centripètes attirant autour du chef charismatique pour des raisons contradictoires artificiellement masquées par L'. Habileté manipulatrice de la propagande fasciste. 30 à terme. Cette position est intenable et ne rend pas suffisamment compte de l'enthousiasme durable de catégories très diverses dès la période du fascisme mouvement, lorsque le fascisme ne pouvait donc apporter que d'assez faibles bénéfices à ses militants, malgré les soupes populaires pendant la crise, et non du fascisme régime, lorsqu'un culte officiel peut enfin être rendu au chef, vivant ou mort d'ailleurs. Or ce cultural turn du New Consensus, si débattu dans les pays anglophones, mais aussi en Allemagne 31 et en Italie et même parmi certains jeunes chercheurs roumains 32, a trouvé peu d'écho en France. 33. Le premier des buts de ce volume est donc de permettre à l'initiateur du nouveau consensus de présenter sa théorie et de l'illustrer avec quelques cas concrets pris au sein des interprètes, souvent jeunes, des théories modernes du fascisme. Pourquoi avoir choisi l'Europe centre-orientale comme point d'application ? Avant tout, signalons l'évidence de la nécessité pour le fascisme générique, de plusieurs termes de comparaison pour définir les grands traits du minimum fasciste. L'Europe centre-orientale a, dans l'espace européen et en dehors des deux fascismes majeurs, fourni les trois mouvements les plus affirmés, puisque la phalange espagnole finit par se soumettre à Franco, alors que le chef des Croix fléchées hongroises fut emprisonné et détint le pouvoir pendant une courte et dramatique période, que le capitaine des légionnaires roumains fut assassiné sur ordre du roi et que son mouvement détint le pouvoir aussi durant 5 mois, et que l'Ustaci croate Pavelić rentra des exil, massifia son mouvement devenu régime et détint le pouvoir plusieurs années durant. En outre, le débat sur le fascisme générique est obéré, dans le cas de la simple comparaison italo-allemande, par la monstruosité de l'excroissance génocidaire du nazisme, au point que Zev Sternel exclut le nazisme de sa définition du fascisme, même si l'historiographie italienne fait des efforts de rattrapage en la matière autour de l'implacabilité de la répression en Éthiopie et de la mise en place consécutive de la législation antisémite. Donc presque par défaut, mais aussi en raison de leur dynamisme et de leur puissance, les cas centre-européens s'imposent. Ces trois mouvements ont donc été associés au pouvoir, certes de façon incomplète, sous la surveillance de plus en plus sourcilleuse du général Antonescu, qui finit par le réprimer en Roumanie, et sous tutelle de l'occupant allemand ou germano-italien en Hongrie et en Croatie. Enfin, leur caractère longtemps considéré comme atypique ajoute à la force de la démonstration d'un fascisme générique, présent dans toute l'Europe et même au-delà avec des traits aisément définissables. Longtemps, le fascisme a été considéré, en raison de son caractère d'idéologie mobilisatrice des masses, réservé aux espaces de la modernité, habitué aux rassemblements partisans et corporatifs au nom de catégories idéologiques comme la classe et la nation, les foules paysannes supposées amorphes et les radicalismes à teintes plus traditionnalistes donc plus religieuses et monarchistes, comme la Légion de l'Archange Michel, les Croix fléchées ou l'Oustachat, étaient censés représenter des terreaux moins propices et des idéologies moins abouties dans la vaste typologie des droites de l'entre-deux-guerres.
L'apport des sciences politiques et de la sociologie politique représente, pour l'Europe centrale également, des voies fertiles pour le renouvellement de la question des fascismes. Pourtant, aucune étude n'a encore explicitement croisé, dans les cas des fascismes des pays ex-socialistes, pour des raisons conjoncturelles ou méthodologiques, la plongée dans les archives avec l'approche culturaliste du New Consensus. Or c'est précisément un des reproches, faciles à lever, à l'encontre de la définition générique du fascisme. 34. L'approche d'une documentation archivistique désormais abondante. 35. Peut enfin s'effectuer grâce aux outils fournis par la réflexion politiste sur le fascisme, enfin dégager des errements marxistes orthodoxes, le fascisme comme adjuve anticommuniste du grand capital, ou des minimisations libérales, le fascisme comme parenthèse délirante de l'histoire européenne, mais aussi de l'apostrophe. Enfermement méthodologique dans l'histoire descriptive dépourvue d'armature conceptuelle, ou du côté des politologues, dans des sous-sections réservées aux atypiques inclassables. Si dans sa thèse Margit Chelot-Janzé 36 a eu accès aux archives hongroises, dans le cas roumain, la somme d'Arni Meinen 37 ne pouvait pas les connaître pour cause de bouclage à l'époque de Ceausescu. Elle s'attachait encore à une approche socio-économique dominante, même si elle faisait une part sérieuse aux idées du mouvement. Quant aux études portant directement sur l'idéologie légionnaire, souvent brillantes, soit elles se concentrent sur des personnalités devenues célèbres après la chute du fascisme historique 38, et qui n'ont pas forcément eu un impact déterminant et ou précoce au moment de l'élaboration de la synthèse fasciste, soit elles portent sur les aspects idéologiques sans en suivre fermement les prolongements en matière de socialisation politique au-delà du simple concept de la propagande, ignorant notamment la mise en place des apostrophes. Une véritable religion civile aux rituels et aux officiants plus ou moins strictement définis, visant à mobiliser les masses. 39. À l'inverse, certains chercheurs ont suivi l'impact des idées hygiénistes dans la naissance du racisme moderne 40, mais cette voie n'est qu'un aspect de ces nationalismes ethniques radicaux et purificateurs de la race. Les approches des politistes, pleines de promesses et d'un intérêt interdisciplinaire fondamental pour sortir de la myopie d'une historiographie au plus près de l'événement, n'ont que partiellement convaincu. L'essai d'Antoine Roger 41 ne fait qu'esquisser un modèle d'insertion du fascisme, qui n'est d'ailleurs pas vraiment nommé en tant que tel, à l'exception du titre de l'ouvrage, dans l'ensemble de la société agraire en voie de modernisation, sans compter que son approche reste largement déterminée par les fondamentaux socio-économiques même pour la structure organisationnelle de base, le nid, en fait véritable cellule d'incubation des apostrophes. Une nouvelle religion politique aux séances strictement ritualisées. 42. L'étude la plus aboutie conceptuellement et la mieux menée méthodologiquement, qui se réclame directement des théories modernes, appartient à Constantin Iordache. 43. Politologue, l'auteur a néanmoins la tentation historique consistant à fournir plusieurs chapitres descriptifs organisés chronologiquement, mais sans faire appel aux sources d'archives, même celles publiées par Johannes Courtou. Si l'exercice se justifie d'un point de vue méthodologique pour se cantonner au seul champ des idées politiques, il aboutit néanmoins à une distorsion de la problématique. Iordache situe la principale tension dans la contradiction entre la référence religieuse affichée par l'idéologie légionnaire et la violence des méthodes. Or cette tension a été désamorcée par les légionnaires, grâce à une double argumentation idéologique et fonctionnelle. Codreanu y avait répondu par la distinction entre perfection du royaume du ciel et royaume terrestre dans lequel il se mouvait et faisait de la politique, ainsi que par le rappel du rôle des églises dans la légitimation de la violence officielle de la guerre, à travers la bénédiction accordée au drapeau avant le combat, les messes de célébration des victoires, etc. 44. La véritable problématique posée par le New Consensus en Roumanie, en Hongrie et en Croatie, où le fascisme revendique également une dimension spirituelle transcendante, réside ailleurs. Il existe en réalité une ambiguïté lorsqu'on évoque la religion, dans le cas du légionnarisme. Religion politique et religion en politique se télescopent et brouillent apparemment les cartes. Ayant surgi dans une société agraire et traditionnelle, donc en retard sur les modèles urbains et industriels dominants d'Italie et d'Allemagne, la religion orthodoxe fait partie intégrante de la synthèse idéologique légionnaire davantage que chez ses congénères athées ou païens. Le déplacement du sentiment religieux de Jésus vers Codreanu et ses acolytes apôtres s'effectue donc à la fois plus aisément en pratique,
en tant que néo-messie qui utilise l'ancien messie pour mobiliser les masses paysannes, mais aussi plus difficilement dans la distinction, en tant qu'interprétation des registres du transfert de sainteté. Les paysans croient dans le néo-messie en tant qu'il représente l'ancien, mais y croit-il pour lui-même, pour sa propre valeur et pour les aspirations qu'il incarne? Bref, Codreanu doit à la fois instrumenter la religion transcendante et s'en débarrasser, ou plutôt en vampiriser l'aura, tout comme il doit révérer en apparence la monarchie traditionnelle tout en faisant croire qu'il ne combat que la camarilla du roi. Il doit utiliser Jésus pour attirer les masses paysannes, puis l'évincer une fois la religion fasciste fonctionnant de manière autonome, sans l'appui de la béquille chrétienne. La problématique du charisme appliqué à la massification de la politique dans les pays agraires passe donc par la substitution de la religion politique à la religion en politique officiellement affichée, et non par l'analyse de la dichotomie entre idéologie religieuse et pratiques violentes. Seule l'histoire des phénomènes sociopolitiques peut véritablement confronter la réaction violente du fascisme aux réticences de la société à l'embrigadement total. Les sciences politiques, en l'absence d'une utilisation des documents d'archives, doivent se contenter de la dimension de violence idéologiquement assumée comme héritage du darwinisme social passé au tamis de la guerre et de la brutalisation sociale. Certaines études ont ainsi insisté sur la dimension morbide jusqu'au paganisme de l'attirance des légionnaires pour la mort 45, sans en faire un élément d'une nouvelle spiritualité politique radicale. D'autres ont assimilé avec perspicacité la Légion, surtout lors de ses confidentiels débuts, à un phénomène sectaire 46, mais l'intérêt de la religion politique réside à l'inverse dans la massification de la socialisation politique, et non dans son confinement élitiste, malgré l'esprit de hiérarchie pour maîtriser la massification et la phraséologie des happy few développée par ses promoteurs pour mieux attirer précisément. Le caractère révolutionnaire de masse des fascistes centre-européens est une analyse mieux partagée et répond précisément à l'interrogation sur sa sortie du sectarisme. Outre les déclarations des intéressés, leur affrontement avec le pouvoir établi prit des formes suffisamment radicales et violentes pour confirmer leur volonté de renversement et de transformation totale du régime, et non une simple prise du pouvoir. La forme monarchique du régime n'était d'ailleurs pas visée, le projet ayant des ambitions bien plus fondamentales. Au-delà de ces formes spectaculaires, il pouvait prétendre renverser l'ordre social existant grâce aux deux attributs caractérisant tout personnel révolutionnaire digne de cette œuvre. Une cohérence sociale et générationnelle d'un groupe jeune et frustré et un projet idéologique fort et structurant postulant la création d'une ère et d'un monde nouveau. Ces deux aspects ont déjà été abordés pour les légionnaires roumains, pour le second aspect dans les études sur l'idéologie déjà évoquées, pour le premier dans le livre d'Irina Laivezeanu. 47. Mais ces deux dimensions prises séparément sont insuffisantes pour rendre compte de la nature et du succès du fascisme centre-européen. Le phénomène générationnel caractérise de nombreux autres mouvements politiques, et les analyses des idées politiques en tant que telles des fascistes se heurtent à leur refus des programmes précis et structurés. Finalement, le cœur spécifique incompressible qui subsiste de cette tentative d'approche idéologique n'est pas seulement l'ultranationalisme raciste fin de siècle, hérité dans le cas roumain, du vieil antisémite Asecuza, parrain politique et proche de la famille du jeune Codreanu. Deux grands leviers caractérisent ce noyau dur. C'est d'abord la capacité de populariser l'ultranationalisme en synthétisant de nombreuses autres influences idéologiques qui inspirent une jeunesse très éclectique, ainsi que les listes de sujets de conférences abordés dans le cadre des associations estudiantines et des nids intellectuels de la garde de fer en témoignent amplement. 48. C'est ensuite la dynamique inverse, soit la capacité de cristalliser ces tendances multiples, parfois contradictoires, en un système des apostrophes, autant plus efficace que chacun y trouvait des aspirations idéologiques fusionnées dans un syncrétisme dont la force revenait aux pratiques collectives ritualisées. Cette analyse, qui innerve l'ensemble de l'œuvre de George Moss 49, trouve un vaste champ d'application avec la synthèse légionnaire. Par exemple,
Le simple appel aux morts débutant chaque réunion de nid combine l'appel militaire des casernes de l'État moderne bâti par les francs-maçons progressistes au XIXe siècle et l'évocation traditionnelle des morts à intervalles réguliers en pays orthodoxe dans une synthèse qui parle à l'ensemble de la palette des sensations de la population masculine jeune de Roumanie. Nous revenons ainsi à l'indissoluble lien entre étude des idées et de leur imposition, au sens politique et religieux, à la société civile. Comme nous y invite à juste titre le nouveau consensus, il faut prendre au sérieux le refus des fascistes à élaborer des programmes construits 50 au profit d'essais suggestifs, de structures et de manifestations rituelles témoignant au sens fort d'une foi politique dont le simple contenu ultranationaliste, syncrétique et régénérateur, déjà présent au 1951, ne vaut que par le radicalisme de sa défense, la massivité de la mobilisation et la réalité de son application consécutive à L'. Expérience de la Première Guerre mondiale. En Europe centrale comme ailleurs, les frustrations sociales consécutives à la guerre et les désordres apparents du jeu politique démocratique qui en est rendu responsable assignent 3 buts paradoxaux à la mobilisation fasciste. D'une part, il faut secouer la chape que font peser les élites anciennes sur le corps politique, donc soulever ce dernier par des méthodes révolutionnaires de rupture. D'autre part, il s'agit de pérenniser cette mobilisation. En Roumanie, la dernière révolte contre le pouvoir, la jacquerie de 1907, hésitait entre soulèvement paysan archaïque et révolution moderne durable, encadrée par la petite intelligentsia des campagnes bénéficiant bientôt de l'arrivée à maturité de la première génération majoritairement alphabétisée après la guerre. Enfin, les dirigeants fascistes doivent la structurer de façon à éviter la déstabilisation du régime fasciste une fois celui-ci mis en place. Hantise de tout régime révolutionnaire qui souhaite figer la dynamique révolutionnaire au point souhaité par le nouveau régime. Les méthodes et les cadres de la régulation viennent par ailleurs buter contre la dispersion du corps politique dans l'espace rural assez cloisonné, et contre le traditionnalisme de la culture politique de révérence encore ancrée chez les paysans. Une des problématiques importantes du fascisme centre-européen, singulièrement roumain, consista, au-delà des discours, dans les moyens mis en œuvre pour aller chercher ce corps politique à la campagne et le socialiser. Toutefois, les tenants du New Consensus nous mettent sainement en garde contre tout déterminisme socio-économique consistant à déduire trop mécaniquement la réussite ou l'échec de ces mouvements caméléoniens d'une structure socio-économique déterminée, liée trop clairement à la concentration urbaine et aux pratiques d'organisation politique et corporative propres aux activités secondaires et tertiaires. Bref, à l'importance du recrutement parmi les fameuses et parfois bien volatiles classes moyennes frustrées et ou déclassées et préférer l'adaptabilité du fascisme à l'ensemble des catégories urbaines et rurales après un gros effort de propagation, dans un espace national. Cela nous conduit à explorer plutôt les voies culturalistes, davantage chargées de pouvoir explicatif. Pour les tenants du New Consensus, le succès du fascisme dans tel pays plutôt que tel autre ne tient pas prioritairement à des données structurelles de longue durée, mais plutôt à la capacité idéologique de réponse à la crise culturelle multiforme, ainsi que l'un des idéologues roumains de cette crise, Nae Ionescu, en développe les aspects en 1932 dans un article aux accents griffiniens. Le premier symptôme de cette révolution spirituelle apparaît, selon mon impression en France, déjà dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Car aussi bien l'impressionnisme en peinture ou en musique ne peut pas être jugé, dans son originalité absolue et sa nouveauté presque provocatrice, que comme un signe du nouveau monde spirituel. Mais ce n'est pas moins vrai que depuis l'apparition du symbolisme et de l'impressionnisme français et jusqu'à aujourd'hui, dans toute la vie spirituelle de l'Europe abondent des formules nouvelles d'entendement et de création qui, aussi disparates qu'elles puissent être en apparence, n'encadrent pas moins une nouvelle structure spirituelle unitaire et cohérente. Vers cette structure se dirigent ou d'elle résultent toutes les manifestations caractéristiques des 50 dernières années. La renaissance de la métaphysique, avec la critique de la science et son renversement de la fonction d'interprète et de vecteur de l'existence, avec la crise du rationalisme cartésien, la diminution de Kant et la renaissance du péripatétisme, avec la crise de l'idéalisme gnoséologique, avec le succès ou du moins l'effort vers le succès du réalisme, avec l'écroulement du mécanisme matérialiste, avec l'assaut du vitalisme et la renaissance spiritualiste, etc.
Le nouveau mouvement religieux, caractérisé par la recrudescence des religions dogmatiques, authentiquement chrétiennes, et la crise aiguë du protestantisme, l'intérêt pour la spiritualité orientale étendue jusqu'à la rive du Pacifique, la théosophie, le mouvement sectaire, les troubles internes à l'art jusqu'au cubisme et à l'expressionnisme ou quel que soit leur nom et toutes les tentatives de créer un style de l'époque catégoriquement différent et caractéristique, et pour ne pas insister trop sur ces indications non systématiques, dans l'ordre politique la crise de la démocratie et du parlementarisme, que personne ne peut contester. Ne sont-ce pas des signes catégoriques d'un nouveau monde ? Peut-on encore dire néanmoins que manque la révolution dans les esprits qui préparera et assurera le succès de l'autre, politico-économie ? 52. Si nous adhérons pleinement à une telle analyse qui combine cultural turn griffinien, comment expliquer autrement le succès populaire du fascisme dans un pays en voie de modernisation comme la Roumanie ? Et précocité française dans le pré-fascisme que ne désavouerait pas un Zev Sternel ? Force est néanmoins de constater que les éléments de la synthèse fasciste supposent un certain degré de développement. Si la priorité accordée au succès des deux fascismes majeurs colore d'une teinte un peu fataliste certains écrits de George Moss 53, et d'un solide optimisme heuristique les articles historiographiques de Roger Griffin 54, quel qu'ait été le talent de tel chef fasciste pour proposer une mixture idéologique hautement adaptée à tel corps social, il faut reconnaître que le but restant sa mobilisation massive, cette dernière est plus facile à réaliser auprès des apostrophes. Une société déjà concentrée géographiquement, habituée aux rassemblements et aux organisations de masse au nom de la nation. L'interprétation qualitative et culturaliste du New Consensus bute donc sur un effet de seuil quantitatif, ce que George Moss reconnaît en fait 55 et que Michael Mann érige en facteur explicatif principal, second, même si très important selon nous. La conséquence heuristique en est que l'apport le plus novateur du New Consensus est indispensable, mais pas suffisant pour rendre compte concrètement de la réception, donc fatalement du succès du fascisme au sein des sociétés cibles. En effet, si le fascisme mérite ce nom, c'est qu'il est parfaitement adapté à l'ensemble du tissu social, donc il ne peut à terme que l'emporter fatalement sur les autres forces politiques. Or l'évidence même est qu'il ne s'imposa pas partout, ce qui ne peut pas être attribué seulement au plus ou moins grand charisme ou habileté politique de ses chefs, mais aussi à la résistance inégale des sociétés à la séduction fasciste. Si le New Consensus insiste à juste titre sur l'aspect peu abordé d'offres fascistes correspondant à une forte demande sociale présente dès la fin du XIXe siècle, mais exacerbée après la Première Guerre mondiale dans le sens d'une révolution idéologique et de pratiques politiques, les vieilles approches privilégiant la diversité de la société et la capacité de résistance de certains de ces segments doivent s'articuler à cette dynamique pour en montrer portée et limites. Ces approches sont évidemment intimement mêlées, et l'étude de la réaction sociale ne doit pas être disjointe du complexe doctrinaire et organisationnel. Le troisième aspect qui interagit avec ces deux dimensions est l'action sur la scène politique nationale et éventuellement internationale. Le panachage de la palette idéologique fasciste n'a alors d'égal que la ductilité des pratiques et des alliances, en vue de la prise de pouvoir. La capacité des mouvements fascistes à composer avec la réalité renvoie aussi au principe d'obéissance aveugle au chef et au positionnement ni gauche, ni droite. Elle permet de vérifier en action l'efficacité redoutable d'une idéologie ayant phagocyté l'ensemble des grandes idéologies disponibles, et leur renvoyant l'image d'un digeste animé, d'un montage composite mais vivant ayant surmonté les contradictions entre doctrine et marchant au pas dans la rue. Cette thématique est tout simplement celle de la prise du pouvoir. Le récit des événements politiques fait partie intégrante du modelage du mouvement fasciste. Si le mix idéologique n'a pas besoin de modifications notables, l'accent mis sur tel aspect, l'action entamée auprès de telle catégorie sociale, régionale ou internationale, selon les opportunités ouvertes par le jeu politique, modifie le discours et enrichit en retour, par un effet vertueux d'accumulation, les possibilités du mouvement. En réalité, les sauts quantitatifs étant aussi qualitatifs, l'ouverture de nouvelles possibilités révèle des latences et des potentialités des mouvements comme des régimes fascistes. L'absence de programme rigide au bénéfice d'une idéologie à la fois protéiforme et structurée autour d'un projet populiste de renaissance nationale,
de pratiques violentes et impérialistes, favorise l'occupation de l'espace politique et dans le cas d'un mouvement aussi mobilisateur que le fascisme, l'espace tout court, de la rue à la masse eurasiatique, 56. Doit-il y avoir de conclusion à une étude historiographique ? Sans doute pas, d'autant que la prétention de ceux qui la rédigent est d'y ajouter de nouveaux et glorieux chapitres. L'appel de Roger Griffin durant ce colloque à une nouvelle vague pourrait se concrétiser, après l'étape fondamentale issue du cultural turn de la définition d'un fascisme générique au sein du New Consensus, par l'application des acquis des sciences politiques aux matériaux bruts des documents d'archives. Les textes qui suivent présentent 4 sections. Une première conceptuelle sur le fascisme assurée par Roger Griffin, une sur les droits autoritaires et la religion, une sur la définition des fascismes centre-européens et une dernière sur ses pratiques. La première partie consiste en une définition circonspecte d'un éventuel terrain de rencontre entre les deux conceptions systémiques du fascisme, le marxisme et le New Consensus. Les efforts de Roger Griffin se dirigent vers la tentative de faire admettre aux spécialistes marxistes du fascisme l'autonomisation d'une idéologie fasciste véritablement révolutionnaire, et sa capacité de mobilisation d'un large spectre social en dehors des canons de la Troisième Internationale, qui définissait le fascisme comme un simple masque violent de la bourgeoisie agressée par la crise et menacée par les succès des partis communistes. C'est l'occasion pour Roger Griffin de rappeler les acquis de l'historiographie libérale en la matière, et notamment les grands traits du New Consensus en situation face à une historiographie marxiste post-1989 en recomposition. Un des enjeux de l'exercice, à peine effleuré par l'auteur, est aussi d'étoffer l'assise du New Consensus dans le champ académique auprès de collègues jusque-là moins impliqués dans le débat soulevé par le constat du nouveau consensus. La deuxième partie porte sur les droites réactionnaires ou autoritaires en Europe centrale. Malgré son apparente hétérogénéité par rapport à un ensemble centré sur le fascisme totalitaire, elle est un apport indispensable, pour plusieurs raisons. La première est que, malgré l'importance des fascismes hongrois, roumains et croates, la réalité de la force politique reste entre les mains des conservateurs et des autoritaires plus ou moins brutaux, puisque le roi Carol II finit par faire assassiner Codreanu après son succès électoral de décembre 1937, que Chalachi remporte le sien en mai 1939 alors qu'il se trouve en prison et que Pavelić rentre d'exil pour prendre les rênes du pouvoir. L'incapacité à créer des régimes durables et indépendants relègue ces fascismes centre-européens, malgré leur dynamisme, à un second plan dont ils ne sortent que par les assassinats politiques, perpétrés ou subis, par les succès électoraux consécutifs aux efforts de massification à la fin des années 30 et par le passage au pouvoir sous le contrôle des forces autoritaires ou des puissances de tutelle fascistes. La deuxième raison est liée à la première mais porte sur l'historiographie française de l'Europe centrale. Les spécialistes de la région, sollicités pour des sujets sur les droites, proposèrent spontanément les hommes forts des régimes d'autorité, Horthy ou Tizot, ou les mouvements de droite plus conservateurs des pays nordiques. Quant à l'angle d'attaque religieux, je l'ai choisi à la fois pour le mettre en regard conflictuel avec la religion politique du fascisme, et parce que le pouvoir autoritaire se fondait sur les institutions de l'État et sur l'Église. Celle-ci est plus intéressante pour les relations autoritarisme-fascisme, car elle articule pouvoir institutionnel et société civile face au fascisme, alors que l'État, manquant souvent de légitimité, instrumente la religion pour s'en donner. Enfin, les fascismes centre-européens se réclament de la religion dans ces sociétés traditionnelles, contrairement à leurs homologues athées et païens, et entrent également par ce biais en conflit avec l'État, mais aussi avec l'Église elle-même, dont ils vampirisent l'aura ou qu'ils tentent de mobiliser contre l'État progressiste. Le cœur du colloque consacré au fascisme centre-européen se divise en deux parties, l'une plutôt centrée sur la dimension doctrinaire et définitionnelle, l'autre sur les méthodes pratiques d'encadrement et de mobilisation. Il rassemble essentiellement de jeunes chercheurs inspirés par les interprétations modernes du fascisme. Rudolf Paxa met Ferenc Chalachi dans le contexte plus large de l'extrême droite hongroise, et de l'émergence des théories de racisme biologique et de révolution sociopolitique qui caractérisent cette idéologie et ses pratiques. Il fournit donc une large et brillante introduction à Laszlo Kárszay, un des rares spécialistes de Ferenc Chalachi,
qui confirme le transfert de sainteté dans le champ du politique sur la nation hongroise et sur sa propre personne en tant que Piti inspiré par la nation, mais nuance la vision moderniste du projet hungariste. Le fascisme roumain se taille la part du lion. Mirai Chioveanu traite de la dimension idéologique dans un papier très inspiré par Roger Griffin. Stellu Serban se situe, dans son approche de l'idéologie légionnaire, à l'articulation de la doctrine et de la sociologie politique, posant les bases théoriques de l'adaptation de l'idéologie fasciste à un espace en développement. Mara Maftei Bourbonnais illustre la dimension de révolution nationale de droite de la jeune génération à travers le cas paradigmatique de Sioran, et son impatience à sortir la Roumanie de son sous-développement agraire à travers une révolution moderniste. Alexander Korb aborde le fascisme de l'Ustacha croate dans la perspective d'Emilio Gentile, combinant de manière fertile analyse de l'idéologie totalitaire, institutionnalisation étatique du parti unique et pratique de la violence contre les ennemis idéologiquement construits. 2 articles sont consacrés à la Finlande, riche en mouvements de droite issus de la sanglante guerre civile de 1918, mais dont aucun ne parvient à s'imposer comme radicalisme révolutionnaire de masse. Vesa Vares s'en fait le paysagiste perspicace dans un fort article, grâce à une solide préparation théorique préalable à l'abordage typologique extensif et complet. Ville Lamanen livre une étude de cas un peu comparable à celle sur Sioran avec l'écrivain finlandais Olavi Paavolainen, où il suffirait de remplacer l'adjectif réformatrice par révolutionnaire pour retrouver la dimension moderniste et radicale des éco-fascistes dans ce pays nordique. La partie sur les pratiques introduit, si l'on accepte l'idée de l'insertion de l'Europe centrale dans le cœur idéologique du fascisme, ainsi que la partie précédente l'a largement prouvé, la spécification centre-européenne d'une plus lente et faible mobilisation des masses et de la force des autoritarismes, à la fois manipulateurs et réprimeurs du fascisme. Valentin Sandulescu se situe, en miroir de Stellu Serban mais du côté des pratiques, à la rencontre de l'idéologie de l'homme nouveau et des moyens mis en œuvre pour le former, en pétrissant son corps et son âme dans un projet de construction totale de la personnalité dans une analyse qui doit beaucoup à Roger Griffin. Je me charge de l'inscription concrète de l'organisation légionnaire dans l'espace social roumain, à travers ses manifestations de socialisation politique. Enfin, ces efforts de mobilisation aboutissement logiquement à la tentative de prise du pouvoir. Florin Müller se fait le narrateur minutieux de l'inscription du mouvement légionnaire dans le champ politique roumain durant l'année de grâce, 1937 qui propulsa la formation fasciste à la 3e place au terme des élections de décembre. Le récit, solidement étayé sur un matériau d''. Archive originale, confirme à la fois la spécificité radicale du fascisme par rapport aux autres formations de droite, dont elle refuse finalement la main tendue pour prendre celle du centre démocratique anti-autoritaire, et la plus grande faiblesse du fascisme centre-européen par rapport aux grands exemples occidentaux. Le score purement comptable, 37% des voix pour les nazis en juillet 1932 contre 16% aux légionnaires ou 19% aux croix fléchées en 1939, n'est pas le seul critère à prendre en compte. L'assurance avec laquelle Hitler s'est saisi de l'alliance de la droite ou avec laquelle Mussolini a joué le libéralisme manchestérien, pendant 3 ans avant de passer à la voie italienne vers le totalitarisme, selon l'expression d'Emilio Gentile, tranche avec la timidité de Codreanu et la mise en échec de Chalachi, significatif du plus faible impact social et de la moindre marge de manœuvre politique consécutive des bourgeons centre-européens du fascisme continental. Si les variantes centre-européennes répondent parfaitement à la définition du fascisme proposée par le New Consensus d'un point de vue doctrinaire et organisationnel, s'intégrant ainsi au cœur de ce minimum fasciste, totalitaire, il semblerait que sa force de frappe sociopolitique, mesurable par une approche méthodologique plus traditionnelle que celle du cultural turn, soit moins probante que celle de ses congénères occidentaux et relègue ces mouvements à un 2e cercle du fascisme européen. 57, l'article d'. Olivier Buiret sur Stambolijski est à part, car son régime agrarien a des racines de gauche plus proches et affirmées que le syndicalisme révolutionnaire dans le fascisme italien, et l'ancrage agrarien est idéologiquement atypique dans le débat sur le totalitarisme. Cela reste toutefois un exemple d'une idéologie qui est représentée sur l'ensemble du spectre politique droite-gauche dans l'espace centre-européen entre les 2 guerres,
et qui aspire à une mobilisation des masses autour d'un chef charismatique s'appuyant aussi sur une formation paramilitaire, dans un contexte de violence civile. Roger Griffin, Oxford, Brookings Institution. Exploding the Continuum of History, a non-Marxist Marxist model of fascism's revolutionary dynamics 58. The awareness that they are about to make the continuum of history explode is characteristic of the revolutionary class at the moment of their action. The Great Revolution introduced a new calendar. The initial day of a calendar serves as a historical time-lapse camera. And basically, it is the same day that keeps recurring in the guise of holidays, which are days of remembrance. Thus the calendar do not measure time as clocks do. They are monuments of a historical consciousness of which not the slightest trace has been apparent in Europe in the past 100 years. Walter Benjamin, Thèse on the Philosophy of History, 1940. The philosophy of nature evolved by occasional leaps and bounds alternating with delusional pursuits, cul-de-sac, regression, periods of blindness and amnesia. The great discovery which determined its course were sometimes the byproducts of a chase after quite different airs. At other times, the process of discovery consisted merely in the clearing away of rubbish that blocked the path, or in the rearranging of existing items of knowledge in a different pattern. Arthur Koestler, Epilogue, The Sleepwalkers, 1959. Blind Spot and Dialogue of the Deaf. Walter Benjamin's insight into a temporal dimension of revolution is contained within one of what became known as his Thèse on the Philosophy of History, a series of illuminations formulated during his personal moment of danger, 59, exile in Paris from the Third Reich, just months before his suicide on the Spanish border in September 1940. The idiosyncratic form of analogical thinking is developed for exploring the nature of history in the role of modernity, which itself can be considered emblematic of modernism, 60, enabled him to recognize the powerful ideological energy that can be unleashed by the mythopoeic power of collective associative memory during a period of social and political ferment. So that the act of forging an allegorical link between the present and a mythically shaped and largely imagined episode from the past can result in an epic temporal trigonometry, producing a line of sight towards an alternative future. With it is born a revolutionary vision capable of blasting the space for a new political and social order out of the seemingly monolithic status quo. Suddenly the barren present becomes pregnant with the anticipation of rebirth, terribly transforming a if by a conjuring trick the endless temporal continuum which Benjamin equates with the historicist concept of time. Historicism a presented il reminiscent of the ever-expanding, grey future, in which Franz Kafka once imagined a tawdry circus act, taking place ad infinitum until one member of the audience finally burst into the ring and shouts a stop. 61. Benjamin's thèse are a compelling synthesis of political theory, historical explanation, philosophy, metaphysical speculation, and programmatic radicalism. Yet what strikes the non-Marxist about the passage cited in the epigraph is how adamantly Benjamin refuses even to contemplate the possibility that the fission energy generated by mixing myth with history would be detected in the very ideology whose human vectors were eventually to wound him to death. Nor is it alone in this. His contemporary Ernst Bloch, who stand alongside Benjamin and Gramsci as one of the most creative Marxist cultural and political theorists of the 20th century, dedicated 9 years of his life in exile from the Third Reich to exploring the power of the not yet conscious, which is as a wellspring of myriad utopian projects detectable in every sphere of human activity, and as a driving force behind cultural and political change throughout human history. Yet his mind remained close to the presence of hope and future-oriented project of liberation at the heart of the Nazi movement itself. Instead, he perpetuated the crude agent theory of orthodox Marxism that axiomatically denied Nazism any autonomous, trans-class, revolutionary dynamic. Hitler rose out of the night of the long knives. He was called by the master out of the dream of this night when he became useful to them. The mob can be bought, is absurdly dangerous,
and consequently it can be blinded and used by those who have a real vested interest in the fascist pogrom. The instigator, the essence of the Knights of Knives was of course big business, but the raving petit bourgeois was the astonishing, the horribly seducible manifestation of the essence. 62. Post-war post-Marxists have also, whatever their sophistication as political thinkers, shown little inclination to move beyond interpretation of fascism as the expression of bourgeois reaction and the vested interest of capital, seemingly blinded by their ideological preconception in the very act of seeing. Thus in the Society of the Spectacle, Guy Debord's panopticon of the central role played by theatrical display and liturgy in the totalitarian management of the condition of existence, could only offer a blinkered perspective on fascism, despite the wealth of case studies in his topic offered by the lavish theatrical politics of both fascist and Nazi regime. Fascism was an extremist defense of the bourgeois economy threatened by crisis and by proletarian subversion. Fascism is a state of siege in capitalist society, by means of which this society save itself and give itself stopgap rationalization by making the state intervene massively in its management. 63. Original emphasis. A similar set of axiomatic assumptions inform Andrew Hewitt's fascist modernism, which displays impressive fluency in the arcane discourse evolved within the long left-wing tradition of engagement with Benjamin's concept of the aestheticization of politics, further enriched by the impact of the linguistic turn in the human science. Yet the light on fascism that pass through the carefully wrought hermeneutic prism it offers has itself undergone no significant deflection since Benjamin first formulated his theory. Hewitt proceeds on the unquestioned premise that an inner paradox exists in the dangerous liaison with the reactionary force of fascism entered into by such avant-garde artists as Hans Jost, Wyndham Lewis, Hera Pound, and Filippo Marinetti. They seek to resolve this by focusing on the contradiction of capitalism arising through the bourgeois construction of the public sphere operating within the paradigm of imperialism, an approach which leads to the conclusion that a deep-seated theatricality lurks beneath the traditionally anti-specular ideology of the capitalist class, which fascism merely give expression. 64. The possibility of a spontaneous and authentic synergy between modernism and fascism is not even contemplated. B1 Enemy lines. Meanwhile, non-Marxist fascist studies seem to have been carried out in a parallel universe, either blissfully or willfully ignorant of Max Horkheimer's 1939 injunction that whoever is not prepared to talk about capitalism should also remain silent about fascism. Early à March 1921, over a year before Mussolini's march on Rome, Antonio Gramsci was already seeking to identify the essential trait of fascism on an international scale, which is so as the attempt to resolve the problems of production and exchange with machine guns and pistol shot. 65. By contrast, it was not till the 1960s that the first serious attempts were made by non-Marxist academics to identify the nature of fascism as a generic force. Until then, it was routinely considered to have been driven by energies so irrational, barbaric, nihilistic, pathological, or charismatic that it defied rational analysis as a coherent ideological or political phenomenon, an assumption which severely compromised its heuristic value as a generic concept. Typical of this remarkably unproductive phase in comparative fascist studies is Hugh Trevor Roper's 1968 essay, The Phenomenon of Fascism, which, having dismissed Nazism as a vast system of bestial Nordic nonsense, failed to deliver an cogent definition of the phenomenon under investigation. 66. Certainly capitalism, and much beside, tend to be passed over in silence within non-Marxist fascist studies, and account stressing the role played in the rise of fascism by the lower, middle class usually portrayed them as driven into fascism's arms by the nebulous angst induced by the disembedding force of modernity, rather than by the material threat to their livelihoods and political hegemony posed by revolutionary socialism. Along as fascism was widely regarded as a conundrum, the pragmatic solution adopted by most practicing historians was to focus empirical analysis on the development of individual movements or regimes,
and to ignore the increasingly tangled and inconsequential, nomothetic debate among political scientists about the term's generic semantics. Over the last decade, however, just when Marxist-fascist studies seem to have lost their momentum, becoming radically impoverished in conceptual incision compared to their interwar heyday, a sea change has come about in the way liberal academia now approaches the concept of fascism, one that has yet to affect its usage in the bourgeois public sphere in general. Though consensus in the sense of total unanimity is afar off, and indeed both unrealizable and undesirable, in any heated taxonomic debate within the human science, there is at least a growing meeting of minds on the following proposition, or what I have provocatively called the New Consensus, 67. No matter how much conservative and reactionary of Hawkins were drawn to specific fascist movements, or attempted to use it for their own ends, and how far capitalists colluded with them in pursuit of reactionary ends, fascism itself was in its own terms an autonomous revolutionary force which could exert a genuine trans-class popular appeal in the exceptional crisis condition of interwar Europe. Although the specific impact of short-term, but not terminal crisis in the capitalist economic system, following the First World War was a vital prerequisite for the emergence of fascism as an alternative to authoritarian conservatism, liberal democracy, and Soviet communism, neither the preservation of capitalism from the onslaught of socialism nor the destruction of the working class movement were central to fascism's main goal. This goal, instead, was the total and totalitarian 68 transformation of the political, moral and aesthetic culture of the nation to produce a new type of national community and a new type of man. A social, political, cultural and anthropological revolution subsumed in the vision of imminent national rebirth, palingenesis. The local historical conditions and the specific terms in which the nation was conceived, dictated whether the rebirth from decadence that a fascist movement tried to implement was translated into an aggressive foreign policy, expansionist imperial ambition, or program of racial persecution, ethnic cleansing, and even genocide, none of which are definitional traits of fascism as such. Where fascist movements acted in this way, did such policies and the violence and destruction they produced, or would have led to at the given movement seized power, were conceived by fascists themselves as integral to the process of national regeneration rather than as ends in themselves, and are not to be seen as a manifestation of capitalism's true nature, as an essentially destructive and reactionary force. The importance which fascists attached to a mythicized golden age in the history of the nation or race, far from being symptomatic of atavistic anti-modernism or a regressive nostalgia for lost idyll, was instead linked to the attempt to resuscitate the allegedly eternal value of the nation race that were to inspire the new order in a future-oriented process of renewal and regeneration, terribly pioneering an alternative modernity, one based on revolution rather than reaction. From this perspective, capitalism and the bourgeoisie were conservative reactionary forces that, by colluding with fascism, were promoting an independent revolutionary movement initially seeking to overthrow the structure and value of the very liberal system that had nurtured them and guaranteed their ascendancy over the Ancien Régime. Contrasting readings of fascism. To illustrate how profoundly these conflicting premises can condition the interpretation of ideological phenomena associated with generic fascism, let us consider and extract from the characterization of Nazism paradoxical relationship to modernity in Joachim Fest der Zerstörte Traum, The Shattered Dream, 1991, whose subtitle is The End of the Utopian Age. The aggressive utopia that National Socialism evolved out of many a whimsical, misty-eyed, or troubled backward glance to a bygone age was not consistently projected into the past. True, its spokesmen made out that they were restoring a world order perverted by Christianity, the Enlightenment, and the processes of industrialization and social emancipation. This accounts for the call for a return to the value of the peasant and the soil along with a revival of all the ancient rites that were bound up with them, and so that quirky stuff about flag dedication ceremony, the Singspiel 69 and death cults in a word, that longing to regress to the mists of time which had always been part of the movement. Alongside this strand,
though and constantly intertwined with it, there was a ravenous hunger for the future that took pride in sailing the biggest ships, flying the fastest plane, or providing transport for the mass, one that proclaimed the technical advance of the German nation over all others. This modern side of National Socialism has created the impression that the folksy, oldie-worldy rituals were just part of an elaborate masquerade to secure power. This was only partly true. The whole movement, including the highest ranks of leadership, was seized by a burning desire for everything that was bathed in a prehistorical twilight, but at the same time a ruthless scorn for tradition and a passion for bureaucratic efficiency in planning and execution that even today takes the breath away from anyone who studies its results. 70. Significantly, FEST observations make no reference to comparative fascist studies, and are thus typical of the long-standing tendency of non-Marxist German historians to see Nazism as a unique phenomenon, at most subsumable under the generic term totalitarian. His portrait of Nazi utopianism is nevertheless consistent with the definitional criteria used to identify fascism by those working broadly within the parameters of the highly contested New Consensus. Such scholars would agree that Nazism cult of the past was an integral part of its bid to achieve radical social renewal, one rooted in the regeneration of a nation conceived as an organic entity, and whose aim was therefore not mass deception and social control. Instead, it was the realization of an alternative modernity to that offered by both liberalism and communism, and made possible by the collective enthusiasm for their revolution sustained by a regenerated national community. Read through conventional Marxist lenses, however, a number of aspects of the characterization Brandfest account of Nazi utopianism are ideologically highly suspect. A. Its implication that the Nazi movement was driven by genuine ideological conviction. B. The omission of any reference to the role of capitalism or the bourgeoisie whose interest Nazism was directly or indirectly serving. C. Fest emphasis on the Nazi futuristic program of modernization rather than its reactionary war against socialism, the working class, or its political and racial enemies. D. The way it in Nazism reactionary, anti-modern obsession with reviving a mythicized past it treated as a masquerade, rather than its embrace of modernity. E. The implication that Nazism commitment to helping the mass, e.g. mass transport, can be taken at face value rather than a part of a populist confidence trick to conceal its real class interest. To a Marxist, then, everything about this passage points to the fact that Fest, at the time cultural editor of a Frankfurter Allgemeine Zeitung and author of the much acclaimed account of the last days of Hitler turned into the 2005 film Der Untergang, The Downfall, lacks a grounding in historical materialism. As a result, he has been insufficiently immunized against Nazism begin rhetoric and cannot realize that the aestheticization of politics, and unwittingly document was no more than a cynical ploy to legitimize the crushing of capitalism's enemies, thereby enabling its hegemony to be perpetuated in defiance of the objective conditions signaling its demise at the hands of the proletariat. Even this yawning gulf between the assumptions about fascism instinctively operating within the Marxist and non-Marxist tradition of fascist studies, it is hardly surprising if their representatives have tended to treat each other either with mutual indifference or a essentially hostile camp, thereby overlooking the diversity, complexity and subtlety of at least some of the analyses of fascism generated by the frequently demonized other. 71. As a consequence, both sides remain largely oblivious to the potential contribution explanatory strategies employed beyond the ideological no man's land could make to a more complete understanding of fascism. In writing this chapter I am thus consciously offering my service as a sort of go-between, or mediator, and thus risk being cut down by a hail of criticism from both sides. I am offering, not an olive branch, but the rudiment of a syncretic model of fascism made up exclusively of Marxist theoretical components in the broadest sense of the term, once deliberately selected and assembled teleologically in order to produce an interpretation of fascism congruent with the main conclusion about its ideological nature currently gaining currency in non-Marxist scholarship.
I should stress that this chapter has no sinister imperialist agenda of turning Marxist-fascist studies into a colony of the partial and contested new consensus. Rather, it should be read as a response both to the sense of the shortcoming inherent in existing Marxist theory occasionally expressed by Marxists themselves, 72, while simultaneously serving as an invitation to liberal historians to engage more actively with the rich tradition of Marxist theory and historiography in the field of comparative fascist studies. This reconnaissance mission beyond enemy lines is not a maneuver to open up a new front in an ideological war, but instead to call a truce in the hope of collaborative relation between the two, far from homogeneous sides, which will enrich fascist studies for both parties. 73 Transposing Kussler's observation on the history of science to the present context, it attempt to clear away some of the rubbish that has been blocking the path in both traditions, and to rearrange existing items of knowledge in a different pattern so as to facilitate a mutual process of discovery. 74. 4 Marxist these relating to fascism's ideological dynamics. The argument that follows is too rudimentary to serve as the foundation for an alternative Marxist theory of fascism, but at least it might serve to stake out a seat within the left-wing social science where architect and surveyor can set to work. For the purposes of the present, necessarily highly condensed exposition, the stakeout poll will consist of 4 interlocking theses. The primary and secondary literature potentially relevant to each stage of the argument is vast, so for the sake of simplicity it will be associated mainly with the work of one Marxist theorist whose work is exemplified by the following these. Thesis 1. Ideology, though in the last analysis a superstructural force, may operate as a relatively autonomous factor of historical causation that transcends the sphere of economic determinism. As such it can play a critical role in enabling an anti-systemic movement to conquer power, thereby establishing a new sociopolitical and cultural order in defiance of objective material conditions. The key theoretician supporting this proposition is undoubtedly Antonio Gramsci. 75 Building on a rich European intellectual tradition of Marxism that had been submitting determinist readings of dialectical materialism, economism, to radical revision since the 1880s, 76, et came to concede a considerable degree of autonomy to superstructural force in shaping the historical process. By the early 1930s, when his imprisonment by the Mussolini regime prompted a profound reconceptualization of the relationship between ideology and state power, he was arguing that, while in some circumstances it might be appropriate to reduce economics to politics, it is also distinct from it, which is why one may speak separately of economics and politics, and speak of political passion as of an immediate impulse to action which is born of the permanent and organic terrain of economic life but which transcends it, bringing into play emotion and aspiration in whose incandescent atmosphere even calculation involving individual human life itself obelos different from those of individual profit. 77. Such a forthright acknowledgement of the relative independence of both political and ideological sphere from the operation of economic force and vested interest was closely bound up with Gramsci's recognition that the state's exercise of political power not only involved control of the base, but authority over the superstructure. Et so this authority a depend on the extent to which the ruling class monopolized institutional power within the political sphere, as well as on the degree of cultural hegemony, the bourgeoisie secured in the realm of civil society. Indeed, in one respect cultural hegemony within civil society was more crucial to the conquest and maintenance of political power than the state institution of social control, because without it, power could only be exercised through force in the form of dictatorial domination. Armed with sufficient cultural power, the ruling elite could run the state on the basis of a high degree of consensus and hence largely dispense with other instruments of coercion. Especially in modern capitalistic societies, a crucial role in maintaining the status quo within civil society is therefore played by the system's organic intellectual, its mandarin class, who ensures a society's cultural production,
in its widest sense, endorse and underpin, rather than challenge and undermine the covert dictatorship that the bourgeoisie impose. It is only when this hegemony starts to wane or becomes effectively challenged by rival vision of the political order that should replace the present one, that the legitimizing, and largely subliminal, popular consensus may break down conspicuously and dramatically, producing an avant-garde of intellectual and ideologue challenging the system. At this point, even the most seemingly progressive liberal state may resort to the deployment of overtly authoritarian technique of government in order to maintain itself in power, opting to rule through dominion rather than through hegemony. Gramsci's deeply personal experience of Italian fascism generated a sustained interest in the situation that can arise when the superstructural crisis is combined with an acute structural, i.e. politico-economic, one. At this point the totality of the historical bloc enters an organic crisis, in which a significant proportion of the public become psychologically detached from the policies of the leader and from the political system which supposedly represents their interest. The 4 years of trench warfare in the First World War had impressed upon him how illusory it was to assume that a modern state gripped by such a crisis can simply be swept away by a display of paramilitary violence. Putschist tactics cannot work since, at least in the case of advanced industrial state, civil society has become a very complex structure and one which is resistant to the catastrophic incursion of the immediate economic element, crise, depression, etc. Its ideological superstructure being like the trench systems of modern warfare. As a result, the revolutionary struggle is to be conceived as a protracted war of attrition in which only politics create the possibility of maneuver and movement. 78. These reflections led Gramsci to distinguish between revolutionary explosions like the French Revolution, in which the old ruling elite is eliminated and replaced by a new one, and a passive revolution in which the feudal class become a caste, with specific cultural and psychological characteristics, but without the attendant economic functions. 79. An analysis related to Gramsci's Césarist interpretation of fascism which draws on Marx's concept of Bonapartism. 80. So the period between 1815 and 1870 in Europe as one of a protracted war of position, or Restoration Revolution, and the fascist movement as the equivalent of the moderate and conservative liberalism in the last century, the product of the new war of position, following the political war of movement that lasted from March 1917 to March 1921. 81. The ancien superstructural struggle between socialist and capitalist for cultural hegemony in Italy proved more decisive than objective economic conditions, and its outcome had been the triumph of the fascist over the socialist. As a result, a reformist radicalism that left capitalism's economic and political hegemony largely intact had been able to keep at bay the structural change to the entire liberal system promised by communism, terribly flouting the prediction of dialectical materialism. In fact, under fascism, there is a passive revolution involved in the fact that, through the legislative intervention of the state, and by means of the corporative organization, relatively far-reaching modifications are being introduced into the country's economic structure in order to accentuate the plan of production element. In other words, that socialization and cooperation in the sphere of production are being increased, without however touching individual and group appropriation of profit. 82. Thesis 2. Interwar fascism exerted a transclass and genuinely mass appeal, however embryonic and unsustained, and contained an autonomous radical element independent of atteint by the force of capitalist reaction and bourgeois self-interest tried to use it as an agent in its struggle against socialism. One of the most important post-war proponents of this interpretation of fascism is Ernesto Laclau, who saw Althusser's Lacanian understanding of the dynamics of ideology to be crucial in explaining the power that fascism could exert beyond the confines of bourgeois reaction. According to Althusser, ideology is essentially specular since each established socio-political order occupies the centre, from which, in phenomenological terms, it calls them into being or interpellates them. In this way,
The individuals constituting society are turned into subjects in a double mirror connection. The state subjects the subjects to the subject, while reciprocally, the subject provides them with a deep sense of existential security and identity. 83. The important inference that Laclau draws from this argument is that ideology has the power to transform individuals, who are simple bearers of structure, into subjects, who live the relation with their real condition of existence, as if they themselves were the autonomous principle of determination of that relation. 84. Once a political system enters a systemic crisis, its automatic self-reproduction in the subjectivity of its citizens, subjects, breakdown, and the resultant ideological crisis is necessarily translated into an identity crisis of the social agent. As a result, each of the contending sectors will try and reconstitute a new ideological unity using a system of narration, a vehicle which disarticulates the ideological discourse of the opposing force. At this point, a faction may deny all interpellation but one develop all the logical implication of this one interpellation and transform it into a critique of the existing system, and at the same time, into a principle of reconstruction of the entire ideological domain. 85. A totalizing revolutionary project is then born which taps deep into the psychological and existential energies of its supporters. The close match between Laclau's analysis and Gramsci's account of the organic crisis of society and its loss of cultural hegemony is obvious. What adds a new dimension to Laclau's analysis? However, is his sustained critique of the type of class reductionism that assumes each social class naturally has its own ideology tailor-made to express its interest, so that if elements of the working class are drawn to anything other than revolutionary socialism, they, by definition, have been seduced by the wrong ideology. Instead, he argues that the working class form the natural constituency of support for two competing ideologies: the socialist struggle against capitalism, which interpellate it a part of an international proletariat, and the Jacobinist struggle against traditional elite. This originate in the petty bourgeoisie, but has a genuinely radical and popular dynamic of its own, appealing to the working class as part of a historically constituted people, and hence a unique nation or race. It is this line of argument, so much at loggerheads with both Comintern and Bonapartist theory of fascism, that leads Laclau to offer a radical revision of the Marxist orthodoxy on fascism. Far from being simply an invention of monopoly capitalism, 86 Fascism became possible because the working class, both in its reformist and revolutionary sectors, had abandoned the arena of popular democratic struggle. 87. B1 The flawed psychohistorical theory of fascism offered by Wilhelm Reich and Erich Fromm lays the confused intuition that fascism was the result of processes in which ideology was playing a much more autonomous and decisive role than in other contemporary phenomena. 88. Similarly, the equally misconceived theories presenting fascism simply as a form of totalitarianism also contained a grain of truth, namely the realization that it was not interpellation as class but interpellation as people, which dominated fascist political discourse. 89. To substantiate this point, Laclau calls on the testimony of none other than Georgy Dimitrov, whose name has been regularly taken in vain to sanction the most reductionist formulation of fascism's identity with capitalism, but who seem nonetheless to have grasped the dual nature of the interpellation, to which the proletarian mass were exposed. In his report to the 7th Congress of the Comintern, 1935, which contains the famous pronouncement about the terroristic dictatorship of capital under fascism, there is a passage that has been sadly neglected by orthodox Marxists. It warns of the dire consequence of continuing to neglect the problem of the struggle against fascist ideology, acknowledging the effectiveness of the fascist, rummaging through the entire history of every country, so as to pose as the heir and continuators of all that was exalted and heroic in its past. This distortion of history needed to be countered by emphasizing that the socialist revolution will signify the salvation of the nation and will open up to it the road to lofty heights. 90. The conclusion that Laclau draws from his analysis is that socialism is not to be presented as the opposite pole of fascism.
Socialism is certainly a counterposition to fascism, but in the sense that, whilst fascism was a popular radical discourse, neutralized by the bourgeoisie and transformed by it into its political discourse in a period of crisis, socialism is a popular discourse whose linkage to the radical anti-capitalism of the working class permit it to develop its full revolutionary potential. 91. For Laclau, then, fascism's ultranationalism is to be considered a trans-class mobilizing myth rather than a reactionary middle-class ideology, one which can only be imposed on the mass through propaganda and brainwashing. Thesis 3. The cult of the past in fascism's ideology, far from being a symptom of its intrinsic reactionary conservatism, is consistent with the crucial role of remembrance and mitigating retrospection played in all revolutionary activism. Laclau is careful to avoid attributing a fully fledged revolutionary dynamic to fascism, yet even his concession that it was a radical popular discourse to which socialism offers a counterposition, would be anathema to neo-Stalinists. However, his line of reasoning risks becoming even more heretical on the time dimension of fascist ideology, implied by his allusion to its rummaging through history, is considered in the context of Walter Benjamin's theory of the temporal dynamics of revolutionary movements encountered at the outset of this article. It was the fruit of a profound anti-economist and anti-enlightenment version of historical materialism, informed by such diverse influences as le study of cinema, photography, Nietzsche, Baudelaire, Kafka, surrealism, futurism, and a fascination with the special place that a theocratic history and ritualist memory occupy in Orthodox Jewish religion. In Benjamin's these point out that, though Jews were prohibited from investigating the future, they were instructed in theological and ritual technique of remembrance. As a result, history for them could never be experienced as homogeneous or empty since every second of time was the straight gate through which the Messiah might enter. 92. This was contrasted with the secular or historicist apprehension of time that had become hegemonic with the impact of the Enlightenment, namely a rectilinear single-track phenomenon in which social realities are destined to unfold in an incremental, cumulative way. Event after event, indefinitely, till the last syllable of recorded time. 93. By underpinning the myth of progress, making any caesura or quantum change in the historical process inconceivable, the hegemony of historicism sanctions the persistence of capitalism, precluding all project, literally projection onto the future for creating a better world. The precondition for the transformation of the present system is thus a dramatic shift in perspective or point of view that would enable the social imagination to break out of the historicism and the social system it sustains. The precondition for this is that those committed to radical change enter a special mode of temporal consciousness in which the status quo is illuminated through an analogy made in the historical imagination with an episode from the past, transforming the present into yet Zeit, now time, or presence of the now, in which linear time is shot through with ships of messianic time. For Benjamin, the paradox that an ideologically charged recollection of things past can generate the collective sense of an imminent new epoch explains why the French Revolution viewed itself as Rome reincarnate, and why the Republic introduced a new calendar and new holidays, not to measure time but as days of remembrance and monument of historical consciousness. Such a tiger slip into the past enables the historical materialist to recognize in a configuration of events pregnant with tension. The sign of a messianic cessation of happening, or put differently, a revolutionary chance in the fight for the oppressed past, and so resolve to blast a specific era out of the homogeneous course of history. The true historian who break free from the soul-numbing thrall of historicism stop telling the sequence of events like the beads of a rosary. Instead, he grasp the constellation which is an era has formed with a definite earlier one. 94. Benjamin axiomatically equated Marxist revolution with universal human emancipation and social justice. It falls to revolutionary class to make the continuum explode, not the Volksgemeinschaft. As a result, the true historian could only be a socialist, and never a Giovanni Gentile, an Alfred Rosenberg, or an Alexander Raven Thompson.
It is presumably for this reason that Benjamin was unable to recognise in Mussolini's speeches a Duce or Hitler's Mein Kampf contemporary examples of attempt to make tiger leaps into the future, and blast a new time and space out of the continuum of liberal democratic history. Nevertheless, Benjamin's these on history provide a powerful heuristic device to reveal the fascist celebration of Romanita, the Nazi cult of the Aryan past in its classical and medieval manifestation, or the BUF glorification of the Elizabethan era symptoms, not of an urge to take refuge from modernity, but rather of the will to break out of its hegemonic variant and achieve an alternative modernity by exploiting the mobilizing power of the eternal value, identified with the national community. Fascists intuitively realized that the storm of progress, unleashed by modernity, meant that there was no going back to achieve their ideal society. The rebirth of the nation could only be achieved through a new birth. Thesis 4. Though fascism promote cults of an idealist past and utterly reject certain aspects of modernity, its main thrust is not reactionary or conservative but counter-revolutionary, pursuing the anti-conservative goal of realizing a new order and a new era. One of most radical challenge posed by an insider to conventional Marxist wisdom about the relationship to the progressive agenda of radical socialism, and not just of fascism, but of the early 20th century avant-garde as a whole is contained in Peter Osborne's The Politics of Time. The unquestioned axiom of practically all left-wing analysis of fascism is that not just its genesis, but its raison d'être lie in its attempt to crush the progressive force of socialism, no matter how much it attempts to steal the claws of socialist revolution. 95. This leads to the assumption that its modernity, e.g. in the sphere of technology, industry or communication, conceals a basic drive to turn back the clock to a pre-modern utopia and its radicalness, e.g. in mobilizing the mass through displays of theatrical politics, is a rhetorical ploy to counter the threat posed by progressive revolutionary force. It is on the basis of such preconceptions that the open-armed embrace by Nazism, for Marxists, the archetypal manifestation of the essence of fascism, of such features of the modern world as bureaucracy, science, technology, consumerism, mass media, and the entertainment industry have come to be explained in terms of reactionary modernism 96 or a conservative revolution 97. Such oxymoron implies a forced conjunction of two projects that pulled away from each other in their temporal aspect, and so generated irresolvable internal. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.